Bonjour et bienvenue à tous à cet autre numéro de débat de l'actu, un numéro consacré à l'épisode 2 des inondations en N'Djamena et ses environs. Chaque année, pendant la saison des pluies, certains ou presque tous les quartiers de la ville de N'Djamena sont pieds dans l'eau. Chaque année, je dis bien, et aucune piste de sortie de cette situation. Les conséquences, on les connaît bien, les dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Le premier épisode avait ébauché la situation sans trouver des solutions appropriées. Les 52 minutes de ce numéro seront consacrées aux conséquences des inondations et aussi aux propositions des solutions définitives à cette situation. Le panel, il est bien garni. Nous avons sur ce plateau Monsieur Ahmed Dorsouma. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous intervenez là en tant que consultant indépendant. Effectivement, je suis un consultant indépendant. Je suis d'abord ingénieur PhD en sciences techniques d'aménagement des ressources en eau. Et effectivement, c'est ce domaine, le domaine dans lequel j'exerce, en tout cas. Bonjour et bienvenue. Merci. Nous avons également Monsieur Oumar Sarmadji. Il est coordonnateur eau et assainissement à la mairie de N'Djamena. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous étiez déjà, vous faisiez déjà partie de l'épisode 1 voilà. de ce débat. Merci. Monsieur Alaina Yacoub Possé, il est le directeur général du ministère de l'Aménagement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comme question d'entrée, tout de suite, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce phénomène des inondations? Je vais commencer avec le DG du ministère de l'Aménagement. Merci une fois de plus pour cette deuxième occasion que vous nous accordez pour parler des questions relatives à l'inondation de la ville de N'Djamena. Comme vous l'avez déjà bien souligné, je crois que le phénomène est dû beaucoup plus à la nature du terrain, parce que la ville de N'Djamena est d'abord en sorte une cuvette qui est caractérisée par plusieurs bassins versants. Et c'est ce qui fait qu'à chaque saison de pluie, avec le type de sol qui est argileux, qui ne permet pas une bonne infiltration des eaux, à l'insuffisance des systèmes de drainage et à la difficulté d'évacuer ces eaux de pluie, quand ces bassins versants se remplissent, donc les eaux débordent dans les quartiers. Donc globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la bonne partie de ces eaux sont évacuées en dehors de la ville de N'Djamena grâce à des stations de pompage qui sont situés autour de la Madi. Donc la plupart des eaux sont canalisées là-bas. C'est quand ces bassins versants sont débordés que ces stations tournent parfois 24 heures sur 24 pour évacuer les eaux en dehors de la ville de N'Djamena. Parce que l'évacuation des eaux vers le fleuve Chari se fait difficilement et ça ne concerne qu'une petite partie de la ville compte tenu de la topographie, la nature du terrain. Ok, Monsieur Ahmed Dorsouma, vous faites la même lecture ou vous définissez de la même manière ce phénomène qui est un petit peu récurrent dans notre pays ou dans la ville de N'Djamena? Oui, effectivement, le problème il est lié au relief d'abord du terrain. Nous sommes dans une zone de dépôt lacustre et il n'y a que de l'argile parce qu'il n'y a pas d'autres dépôts. Le sol de N'Djamena s'est fait sous le dépôt lacustre au temps paléolithique. Et c'est pourquoi vous voyez que de l'argile ici. Et le terrain est très plat. Donc il n'y a pas de pente pour pouvoir évacuer l'eau rapidement. Donc c'est pourquoi l'eau s'accumule. Alors ici, ce phénomène encore s'explique par autre chose qui est, par exemple, il y a eu une phase d'assèchement du climat, mais il y a encore un retour en quelque sorte de période de grande pluviométrie. Et c'est qui renforce encore ce phénomène d'inondation. Bon, ces phénomènes d'inondation, il peut s'expliquer encore par le fait que le réseau d'évacuation des eaux en ce moment, soit ne fonctionne pas, ce qui existe. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Ouais. Monsieur Sarmadji, quelle est votre définition à vous par rapport à ce phénomène des inondations dans le périmètre urbain de N'Djamena? Merci. Les inondations, comme vous, les uns et les autres ont dit par rapport à notre capitale qui est située sur un terrain très plat. Et c'est une zone où on ne peut pas enregistrer au-delà de 100 mm de pluie. Ça devient un peu compliqué pour nous dans la ville de N'Djamena.
On peut accepter la pluviométrie moyenne 20-30 mm, mais quand on est au-delà de 50, ça devient problématique. Et en N'Djamena, systématiquement, les zones basses sont soumises à des inondations. Mais c'est à chaque année, c'est récurrent. Ben oui, les pluies, ils sont là. Les pluies, la ville de N'Djamena est située, je crois, le cumul de pluviométrie se situe entre 600 et 700 mm par an. Ça, c'est le cumul. Mais d'emblée, si on reçoit 100 mm en 20 minutes, vous voyez les conséquences. Voilà, c'est ça qui s'explique comme ça. Les autres ont déjà parlé. Effectivement, si les ouvrages de drainage sont insuffisants à cause du problème d'inondation, ils sont mal entretenus à cause d'inondation, effectivement. Il y a ce problème de relief qui se pose. Monsieur Ahmed Dorsouma, vous avez évoqué le problème du réseau, le drainage des eaux. Est-ce qu'on pouvez-vous nous faire un petit historique de ces réseaux existants? Ok. Donc ici, vous savez, la ville de N'Djamena, elle s'étend sur de très très grandes distances, et il y a eu un premier réseau qui se situe dans la zone qu'on appelait entre-temps la zone des Trois Marigots, lorsque N'Djamena a été fondée. Les Trois Marigots, c'est lesquels? C'est, vous voyez, l'axe qui a sur l'avenue Bangaurang, il y a un réseau là. C'était un bout avant. Ouais, l'avenue Bangaurang, c'est l'ex Canal Saint-Martin. Okay. Ouais. Il y a le canal de l'avenue Bokassa. Il y a un canal là en dessous de la rue. Il y avait un marigot entre-temps là. Et il y a puis celui du TP. Il y avait un marigot là, dont on appelait la zone des Trois Marigots. Et cette zone qui a été aménagée, en arabe, on appelle ça Trab Margot. Donc ce mot existe encore jusqu'à là. C'est cette zone qui était la première à être assainie. Il y a un réseau d'assainissement qui a été construit dans cette zone, et il fonctionnait très bien, à un réseau d'une très grande qualité. Effectivement, il a été fait de sorte que puisse encore s'ajouter un autre réseau en amont, justement dans la zone amont. Et c'est ce réseau qui devrait être répercuté sur le canal, sur le Bouta d'Arjumbal, en plus après sur l'avenue Kondol. Ensuite, ça devrait se répercuter, et ces réseaux représentaient, c'est-à-dire l'ossature même de drainage des eaux de chacun des bassins versants. Chacun de ces boutas représente... Est-ce qu'il a été bien étudié? Effectivement, entre-temps, il a été très bien étudié. Si vous voyez par exemple le canal qui passe devant l'avenue Concorde, plutôt le stade Idriss Mohamed Fouya, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil dans ce caniveau? Il est d'une très grande profondeur. Il fait au moins 3 mètres de profondeur, et il est construit pour pouvoir recevoir de l'eau même qui pourrait venir de la rue de 40 mètres, et être construit sur une pente qui permet d'évacuer l'eau, justement tout seul, sans pouvoir ouvrir et dégager l'eau avec c'est-à-dire toute la vase, ou alors tout ce qu'il y a comme détritus dans le caniveau. Alors donc vous voyez, c'est un réseau qui a été très bien construit, et il devrait être répercuté tout le long de N'Djamena jusqu'à Gassi et au-delà, et du coup l'autre côté jusqu'à Farsha. Mais est-ce qu'il tient encore le coup? Non, il est là, il faut l'entretenir tout simplement. Il faut l'entretenir. Justement, vous regardez celui de l'avenue Bangaurang, c'est-à-dire l'ex-canal Saint-Martin, il débouche où? Il débouche sur le Chari. Et si vous continuez, vous traversez la rue qui vient de la présidence, vous allez voir le réseau, vous allez voir un dispositif qui est là, et qui devrait être tout simplement entretenu, et il va fonctionner. Alors, donc, pour vous dire que le problème qui se pose en ce qui concerne le réseau d'assainissement ici à N'Djamena, il faut le voir dans deux grandes manières. Celui qui est décrit dans la zone des Trois Marigots, qu'on appelle Trap Margot, lui, c'est un problème de fonctionnement qui se pose. Mais si vous prenez l'axe qui va de l'échangeur de Chagua, vous passez par l'échangeur de Dembe, de Diguel, vous sortez sur, comment on appelle, la route de Massaguet. Cet axe-là, il divise la ville en deux en ce qui concerne les problèmes qui se posent. En ce qui concerne les problèmes qui se posent concernant l'évacuation des eaux. Alors donc, à gauche, ça c'est un problème de fonctionnement. À droite, l'autre côté, c'est un problème d'inexistence des réseaux qui puissent fonctionner. Justement, donc, vous voyez, je vais venir à vous. Monsieur le DG, il y a cet ancien réseau
il faut peut-être augmenter, puisque la ville grandit également. Effectivement, je suis quelque part d'accord avec ce qui est dit, mais il faut reconnaître que le réseau de drainage dans la ville de N'Djamena ne peut pas se faire de manière uniforme. C'est vrai que l'ancien réseau qui existait, il est fait par rapport à la nature de ces bassins versants. Et chaque bassin versant fonctionne de sa manière. La philosophie d'écoulement tout autour de chaque bassin versant est différente. Ça varie d'un bassin versant à un autre. Le réseau qui est dit tout à l'heure ici, c'est un réseau qui fonctionne encore. Mais dire que ce réseau, quelque part sur la station de la radio, mais il est entretenu. S'il n'est pas entretenu, ces quartiers devaient être inondés. S'ils ne sont pas inondés, c'est que ce réseau est entretenu. Parce que ce sont des réseaux qui fonctionnent jusqu'ici avec, on l'a dit la dernière fois, la première émission, c'est des réseaux qui fonctionnent avec des clapets anti-retour parce qu'il y a des eaux qui se coulent vers le fleuve. Au moment où le niveau du fleuve monte, il est tout à fait normal que ces réseaux-là, on les arrête parce que la pluviométrie est déjà faible, on ne connaît plus le problème d'inondation. Dans ce quartier-là, jusqu'ici, peu importe le niveau d'entretien que subissent ces différents réseaux, il n'y a pas de problème d'inondation. Mais par contre, il y a quelque chose que je voulais relever. Prendre les eaux pratiquement de la rue de Caran, c'est-à-dire pratiquement vers le quartier Hilaire-Leclerc, autres les ramener vers la station de la radio, ça pose problème. Parce qu'il faut une bonne connaissance du terrain, le niveau du terrain au niveau des rues de Caran et comparé à celui qui se trouve au niveau du stade Omnisor Idriss Mamadouya. Mais maintenant, en ce qui concerne le réseau qui est en dehors de la ville de N'Djamena, en dehors de la première voie de contournement qu'il a cité tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord qu'à ce niveau, il y a plein de bassins versants. C'est une zone qui est beaucoup plus marécageuse que la première zone qu'il a citée, qui concerne l'ancien Fort Lamy. Cette deuxième zone-là, elle est beaucoup plus marécageuse. Certainement, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été réalisés pour doter cette zone-là de système d'assainissement. Mais à ce niveau, c'est l'écoulement, la bonne partie, je dirais même 80% des eaux qui sont comprises entre ces deux voies de contournement-là, leur écoulement se font vers le nord, c'est-à-dire vers la station de pompage. Et cette station de pompage qui existe, elle a été mise en place en 2002, si je ne me trompe pas. Et après 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans. Il y a un problème d'entretien, ça c'est vrai. Parce qu'il faut changer les pompes qui existent. Et cette année, on a connu une pluviométrie qui est un peu exceptionnelle. Et il y a quelque part les pompes qui ont lâché. Et entre-temps, il y a un autre projet qui était en train d'être mis en œuvre, qui devait déjà parler à ces problèmes, mais qui a connu un certain retard dans sa mise en œuvre. Mais maintenant, ce qui est en dehors de la deuxième voie de contournement, je crois que c'est en ce moment que nous sommes en train de réaliser pratiquement 7,6 km de voirie à des caniveaux primaires, des collecteurs primaires. Mais en dehors de cela, les quartiers périphériques, c'est-à-dire c'est des quartiers qui sont situés en dehors de la deuxième voie de contournement. C'est-à-dire à partir du rond-point double voie jusqu'à vous partez au rond-point Hamama, vous continuez sur cette rue-là qui va vers la station de la Madji. Donc tous les quartiers qui sont situés à l'est, c'est-à-dire les Gawi, les Boudalbagar, les Ambata, les Atron, les Gassi, il y en a qui bénéficient quand même d'un système d'écoulement qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on rencontre comme pluviométrie, mais dont les eaux coulent vers le fleuve, parce qu'il y a le bitumage qui se fait. Mais tout ce qui est à l'intérieur, en dehors de ce qui est en train d'être fait pour les 7 km 6 de collecteurs primaires et de 2 bassins de rétention d'eau, il n'y a pas encore de système d'assainissement qui, bien que des schémas existent déjà et qui projettent clairement ce qu'il faut faire dans cette zone pour les assainir. Vous pensez que c'est suffisant pour les années à venir? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je le dirais pour 2 raisons. C'est pas suffisant parce que la ville s'est beaucoup étalée. À l'absence des documents de planification pendant une période bien donnée. Vous savez, la planification d'une ville est un cycle. On fait un document d'urbanisme, on le met en œuvre, comme tout schéma d'assainissement ou de drainage. Ouais. On le met en œuvre, arrivé à un moment donné, il faut réactualiser, parce que la ville, elle est dynamique. Il faut la réactualiser, il faut prendre en compte les réalités qui ont servi de base à son élaboration, qui sont sujets à plusieurs changements. Maintenant, pendant une période, il y a eu cette absence-là, compte tenu de la situation, je dirais, politique et militaire que le pays a connue. Il n'y a pas assez d'importance qui a été accordée à ce secteur.
Et la ville s'est développée dans des zones marécageuses et de manière spontanée. Les opérations qui ont eu lieu par la suite n'ont pas été accompagnées, certainement par manque de budget nécessaire, pour mettre en place tous les systèmes d'assainissement. C'est ce qui a fait que la ville s'est étalée sur une très grande superficie. Rien que le périmètre qui est en ce moment urbanisé, on tourne autour de 30 000 hectares pour une population d'environ 1 500 000. Ça pose problème. Donc ce qui est fait, il va falloir mettre en œuvre les différents réseaux là, comme je l'ai dit. Les mettre en œuvre, c'est pas question ni de l'assainissement, c'est pas aussi seulement question de l'urbanisme, c'est pas question de la voirie. Il y a les questions de son financement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts encore à fournir, certainement pour mettre en œuvre ces différents schémas qui projettent les réseaux permettant d'assainir les quartiers qui sont situés en dehors de la deuxième voie de contournement. Mais par contre, il y a d'autres typologies qu'on rencontre, qu'on avait déjà évoquées brièvement la dernière fois, qui concernent beaucoup plus le 9e arrondissement, qui sont des quartiers en réalité qui ont été installés sur le lit du fleuve. Ouais. Donc, à ce niveau, aujourd'hui, il sera économiquement difficile de faire déplacer toute cette population. Quels que soient les réseaux d'assainissement qu'on va faire, il y a eu un travail de construction de digues pour ceinturer cette zone. C'est des digues qu'il faut continuer à aménager. Mais entre-temps, il va falloir également, si on veut que ces efforts soient suffisants, imposer une réglementation pour permettre aux gens qui habitent ces quartiers-là. Avec la quantité de pluviométrie qu'on a enregistrée cette année, est-ce qu'on ne s'attend pas à une situation d'inondation dans ces quartiers, dans le 9e arrondissement? Je n'ai pas encore... c'est vrai qu'il y a un comité qui est mis en place, surtout au niveau de N'Djamena, et qui renferme plusieurs services ayant différentes compétences qui œuvrent dans ce domaine. Je n'ai pas encore toutes les données, mais il faut se dire que le débordement des eaux du fleuve au niveau de N'Djamena est beaucoup plus conditionné par la pluviométrie qui est en amont. Ouais, justement, cette année, on a enregistré une grande... On a enregistré il me semble, d'après quelques informations que nous avons eues par moment, nous avons eu beaucoup plus de pluviométrie en N'Djamena, comparé aux années précédentes, qu'à ce qu'on a enregistré cette année, par exemple à Moundou, par exemple à Sar, par exemple à Bongor. Donc, si cette pluviométrie est dans la même philosophie de ce que nous avons, c'est-à-dire de manière cumulative, ce que nous avons réussi à N'Djamena, il est fort probable que dans ces quartiers-là, qu'on puisse vivre d'ici novembre, généralement c'est en novembre que ça arrive, qu'on puisse vivre à l'inondation de certains quartiers périphériques, surtout dans le 9e arrondissement. Monsieur Sarmadji, vous connaissez toutes les infrastructures dans le périmètre urbain de N'Djamena. J'ai dit la mairie, puisque vous représentez ici la mairie. Est-ce que vous trouvez ces infrastructures appropriées ou adéquates pour évacuer les eaux? Effectivement, il faut se dire le travail qui a été fait dans les années 60 jusqu'à 70. Il faut reconnaître que les gens ont fait un travail impeccable. Et comme disent les uns et les autres, le réseau de drainage dans la ville de N'Djamena se met progressivement. Et ça continue à se mettre progressivement. Parce qu'on ne peut pas d'emblée dire qu'on va tout régler le problème. Comme je l'avais dit dans notre émission passée, la ville de N'Djamena est subdivisée en bassins versants. Et chaque bassin versant, comme a dit le DG, a sa spécificité. On ne peut pas réaliser le même réseau dans le bassin étoile comme le même réseau dans le bassin, par exemple, Radio ou bien des Jardiniers ou bien Saint-Martin. Vous voyez ça? Donc, la question des inondations aujourd'hui, le bassin qui a bénéficié et qui est aujourd'hui réalisé à 100%, les ouvrages sont réalisés à 100% sur le bassin étoile, là où nous nous trouvons actuellement en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a pas une rue qui ne manque pas de caniveaux. Toutes les voies sont mais des caniveaux qui ne sont pas visibles, donc ils sont souterrains. Il y a des dalles là, ils sont... En tout cas, aujourd'hui, dans ces quartiers où nous sommes, il n'y a pas une rue qui manque de caniveaux. Et c'est cela, c'est le système. Il faut que les voies soient vraiment... Il y a quelque chose pour pouvoir drainer toutes les eaux qui tombent sur... Donc vous voulez dire que le nouveau réseau, il est fait à la va-vite? Non, il a respecté... Non,
ces quartiers, avant même, ils avaient des réseaux, mais ça a été tellement défectueux. Et on est venu reprendre tout simplement. Hein. Ce réseau, ce quartier a été bénéficié. C'est le quartier qui a bénéficié des réseaux, le premier réseau dans la ville de N'Djamena. Mais avec les travaux de bitumage, ces réseaux ont été tout simplement repris. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais là, par rapport à d'autres bassins versants, effectivement, il y avait des grands trames de caniveaux qui ont été réalisés. Parce que le système de drainage, il faudrait que vous ayez un évacuateur, c'est-à-dire un collecteur principal. Après, vous avez le secondaire. Et vous avez le tertiaire. C'est ça le système. Le tertiaire, ça reprend toutes les eaux qui tombent sur les voies. Toutes les voies doivent avoir des collecteurs tertiaires pour pouvoir amener les eaux sur les primaires, sur les secondaires et sur les primaires pour les évacuer vers l'exutoire. C'est ça le principe de drainage. Mais ce qui a été dit, certains bassins versants aujourd'hui, ils ont soit, comme il vient de dire, le collecteur principal, comme il a dit, l'avenue à Bokassa, l'avenue Canal Saint-Martin et le marigot du Jardinier. Ça, ce sont les grands évacuateurs auxquels il y a des secondaires qui sont venus se raccorder. Mais alors, d'autres n'en ont pas ça. Il y a des bassins aujourd'hui qui n'ont même pas un exutoire. Vous prenez le quartier Gouji, aujourd'hui les eaux de Gouji, c'est l'aéroport, le terrain vide de l'aéroport qui les retient. L'eau ne sait pas où aller. Et il y a des quartiers comme ça. Maintenant, il faut aller progressivement, comme on vient de dire. La ville de N'Djamena a été protégée même par des digues, la première voie de contournement. D'abord, avant de venir à la première voie de contournement, il y a l'avenue Zézerti qui est aussi, entre-temps, les N'Djamenois le savent bien, c'était une digue. Et après, d'abord, on est venu faire la première voie de contournement. Tout ça, c'est pour protéger la ville des eaux qui viennent du nord-est pour envahir la ville de N'Djamena. Et c'est le même système. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'avenue 10 octobre. Les inondations qui ont envahi l'eau sur le 10 octobre, ce sont les eaux qui sont venues de loin. Ce n'est pas les eaux du quartier. Et quand il pleut, quand vous restez en Bata, vous restez à Tron, vous allez voir comment l'eau... Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais ça vient de bassins versants naturels qui tombent vers Lyon, vers tout ça, toutes les eaux. Parce que je vous ai dit que N'Djamena est situé sur l'exutoire du bassin Chari-Logon. C'est-à-dire sur le point bas où les eaux passent pour aller vers le lac Tchad. Donc vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi la ville est tout le temps protégée par des digues et des digues et des digues et des digues. Donc pour régler ce problème, effectivement, il faudrait... On va arriver à ces problèmes. Allez-y, allez-y. Justement, effectivement, si vous prenez, c'est-à-dire de Farcha jusqu'au-delà de Gassi, vous avez, c'est-à-dire l'axe des écoulements est toujours nord-sud. Et c'est le Chari qui est l'exutoire de tous ces bassins versants-là. Lorsqu'il dit que l'eau s'est accumulée quelque part et que ça ne trouve pas où aller, ça veut dire que l'axe d'écoulement principal a été bouché, tout simplement. Ceux qui ont conçu le premier réseau dans cette zone qu'on appelle Trab-Margot, les trois marigots, mais ils ont suivi tout simplement, naturellement, l'axe d'écoulement qui existait bien avant eux. Et ces axes d'écoulement existent. Ça continue comme ça, nord-sud et vers le Chari. Après l'axe que je vous disais, qui passe de Pont de Chagouage jusqu'à la sortie de Massaguette, qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont la partie est, justement. Ils n'ont pas suivi justement ces règles-là. Et c'est pourquoi cette zone-là se retrouve aujourd'hui dans l'eau. L'écoulement est perturbé. Un, d'abord par les occupations anarchiques. Deux, par l'absence d'un collecteur qui puisse collecter l'eau de partout que ça vient et l'amener vers le Chari. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont préféré amener l'eau vers le nord, du côté du Barlian, qui n'a aucune profondeur. Vous voyez, le Barlian, il part de Lyon, mais il traverse la route N'Djamena-Massaguette pour se retrouver, encore faire une boucle vers le Chari. Et toutes les eaux sont envoyées par là-bas. Ça ne peut pas aller. D'autant plus qu'il n'y a pas une profondeur comme celle du Chari. Le Chari, vous savez, j'ai fait un hydrogramme là pour vous montrer si on peut faire un zoom là-dessus. La montée des eaux du Chari et la pointe de précipitation. Il y a un décalage là. Donc les eaux de pluie peuvent être facilement évacuées vers le Chari avant que les crues montent et que ça l'empêche. Donc tout ouvrage qu'on fait, tout collecteur qu'on fait doit déboucher sur le Chari et y mettre là une vanne. Si toutefois la montée des eaux du Chari, ça atteint certaines côtes
qui doit remonter vers la ville, on ferme par les vents. Et on installe des groupes motopompes qui peuvent envoyer de l'eau dans le fleuve de manière forcée pour que ça puisse fonctionner. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le réseau dont on parlait, des 3 marigots, il a été conçu comme ça et on devrait continuer les autres comme ça. D'autant plus que tous les écoulements qui se font, c'est de nord-sud. Et en plus de ça, ces réseaux-là, celui que vous voyez à côté de... Si vous regardez seulement, jetez un coup d'œil dans le canal qui passe le long du stade Mamad Houya, vous comprendrez qu'il peut recevoir les eaux de la rue de 40 mètres. Pourquoi il est fait avec une profondeur qui permet d'avoir une pente d'autocurage. Une pente d'autocurage. Parce que la dénivelée, ici, il n'y a pas de dénivelé sur le terrain naturel. La pente est très faible. Mais on l'a fait très profondément jusqu'à... Il atteint même la profondeur du Chari à une certaine côte. Donc, c'est pour recevoir les eaux qui viennent de très loin avec une pente d'autocurage, j'ai bien dit. Vous voyez, lorsque, à l'approche des saisons de pluie, ou alors pendant la saison de pluie, on ouvre les dalles des caniveaux et on prend la pelle, la terre à la pelle et on dépose dans la rue. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il n'y a pas une pente d'autocurage. L'eau, le caniveau doit être fait avec une pente qui permet de curer l'eau automatiquement tout seul. À moins qu'il n'y ait des gros bois dans le caniveau qui puissent empêcher l'eau de couler. Sinon, tout le reste, c'est-à-dire la saleté, tout ce qu'il y a comme vase, autres, devrait être curé. Toute seule. Vous voyez que dans d'autres villes, il y a des villes où on a respecté les pentes d'autocurage. Il n'y a pas de la merde qu'on enlève tout le temps dans les caniveaux, qu'on dépose dans la rue. Et qui, lorsqu'il pleut, encore revient dans le même caniveau. Vous voyez, cette méthode rustique de pouvoir travailler c'est pas ce qu'il faut. Il faut les pentes d'autocurage. Et les caniveaux, c'est-à-dire les caniveaux qui sont faits proches de la zone du Chari, sont en attente des eaux qui pourraient venir de très loin. Et il faut calculer tout simplement. Il faut voir ça de près. Je conseille à chacun d'aller jeter un coup d'œil voir le caniveau qui passe devant le stade Mamad Houya. Il comprendra qu'il est en attente des eaux qui viendraient de très loin. Et puis de deux, le réseau, comme je disais, le réseau qui devrait se passer à l'est de N'Djamena ne devrait pas être envoyé vers le nord. Mais il n'y a pas où le rejeter. Et comme le disait le directeur général tout à l'heure, les pompes sont tombées en panne et c'est fini, il y a un problème. Alors que s'il était orienté vers le sud, vous voyez, pendant que la pointe des pluies se trouve au mois d'août, la pointe des crues de Chari se trouve vers fin mois d'octobre, même novembre, on envoie l'eau en gravité. Lui, il coule tout simplement. On n'a pas besoin de faire de pompage. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ce problème, c'est ça là. C'est une question de conception et de dimensionnement. C'est ça. La conception n'est pas faite. N'est pas faite comme il faut. Réfléchis donc. En plus de ça, il y a question du changement climatique. Oui, on va y arriver. DG, pourquoi vous dites que c'est impossible? J'ai dit c'est pas simplement comme ça. Ouais. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit dans ces domaines-là, on peut tout ce qui est formule mathématique, arithmétrique, géométrique, tout ça, tant qu'on ne maîtrise pas la nature du terrain, il est très difficile d'avancer de telles raisons. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur une partie. C'est-à-dire si vous prenez à partir du centre-ville, tous les quartiers qui sont situés au sud de l'ancienne avenue Charles de Gaulle, de l'avenue Charles de Gaulle, c'est possible de drainer les eaux vers le fleuve. Mais au-delà de ça, plus vous partez vers le nord, plus la pente devient importante et vous êtes à une différence à certains niveaux. Si vous prenez ce qu'on appelle Boutacochon, vous entrez dans Boutacochon, vous entrez dans le fleuve Chari, la différence entre les lits du fleuve Chari et Boutacochon est pratiquement 8 mètres. Tel qu'il le dit, si on doit faire un caniveau qui draine toutes ces eaux vers le fleuve, ces caniveaux, comme il l'a dit lui-même, il y a quand même une pente. Là où on collecte l'eau, il y a quand même une pente que l'écoulement des eaux là doit suivre. Et si on doit suivre une pente en commençant de Boudji vers le fleuve, on va retrouver le canal. Problème comment on dit, de ce réseau d'évacuation qui va vers le nord. Où se situe le vrai problème d'évacuation, c'est que cette cuvette-là, c'est-à-dire les bassins versants qui sont situés sur une grande partie, c'est-à-dire de la ville de N'Djamena, surtout la partie nord, on ne peut pas les évacuer sur le fleuve.
et il faut les évacuer vers le nord. Les évacuer vers le nord, il n'y a pas une pente qui permet ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est fait effectivement, c'est cette solution des stations de pompage comme lui-même il a souligné, M. Dorsman le disait tout à l'heure, même si on le faisait vers les charries, pour certains quartiers, il va falloir qu'à certains moments, on installe les motopompes, et ces motopompes-là, c'est ça qu'on appelle les stations de pompage. Et ces stations de pompage-là, c'est en sorte, ça ne permet pas seulement d'évacuer les eaux, mais ça permet d'accroître, parce que la pente étant faible, ça permet d'accroître l'écoulement des eaux. Il y a certains quartiers. Comment faire pour sauver certains quartiers, Monsieur Sarmadji? Parce que le réseau, il est situé sur les grands axes, oui, mais pas en profondeur dans le quartier. Dans certains quartiers, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment sauver ces quartiers? C'est ce que je viens de dire. Mais avant de venir sur la question, je voudrais un peu peut-être répondre, rebondir sur l'intervention de mon professeur, parce qu'il m'a enseigné. Mais là, il n'y a pas N'Djamena un caniveau qui fait 3 mètres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un caniveau qui fait 3 mètres. Profondeur 3 mètres, il n'y en a pas. Les deux avenue Bokassa, avenue Saint-Martin, ils font 2,50 m. Le collecteur dont il parle, lui, il vient se jeter sur l'avenue Bokassa. Donc il ne peut pas venir à 3 mètres pour être sous l'avenue Bokassa. Vous voyez ça, c'est ça le problème. Effectivement, quand vous partez, et tout le monde a parlé que la ville de N'Djamena est située sur un terrain plat. Un terrain qui est plat, le problème d'autocurage, ça c'est impossible. Aujourd'hui, je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait 20 ans, j'entre dans les caniveaux, je sors. Le seul caniveau qui fait l'autocurage, c'est l'avenue dont il vient, l'avenue Saint-Martin. Non, cuvette Saint-Martin. Il est court parce qu'il fait 800 mètres et il est venu en profondeur parce que c'est le premier caniveau où on ferme l'exutoire le 15 août. Le 15 août parce que l'eau du fleuve monte déjà, il vient, on le ferme. À 15 août déjà, nous on le ferme. S'il y a une précipitation précoce, vers le 20 juin, on le ferme. Vous le fermez et puis où vont les eaux? Ben, on le ferme, il y a une station de pompage qui le fait, hein, qui reprend les eaux pour les jeter au fleuve. C'est comme ça que ça doit se faire dans la ville de N'Djamena, un terrain plat. Il faut toujours, quand vous venez, vous allez vous retrouver toujours sous le fleuve. L'avenue Bokassa, c'est la même chose. Le marigot de Jardinier aujourd'hui, il n'est pas du tout, la profondeur maximum, c'est 2 mètres, on ne peut pas aller au-delà. Quand vous approchez le Chari, vous êtes à 3 mètres, c'est un problème. Comme il vient de dire, aujourd'hui, au bout de... Il y a 2 stations de pompage seulement qui rejettent les eaux vers le Chari. Les autres, c'est pas possible. Parce qu'ils sont, comme il vient de dire... Pourquoi ce n'est pas possible? C'est pas possible, c'est possible. Mais pour le moment, ces exutoires ne sont pas équipés de stations de pompage. Ça viendra par rapport à la question que vous le posez. Si on veut drainer les eaux tranquillement, sans problème, effectivement, il faut surcreuser, il faut rendre les caniveaux un peu profonds. Et quand vous venez en matière profondeur, vous vous retrouvez la même chose. Vous retrouvez sous le fleuve et en ce moment, il faut une station de pompage. Chaque fois, il faut une station de pompage. Même si vous ramenez les eaux vers le nord, il faut toujours une station de pompage. Sans une station de pompage, on ne peut pas drainer de manière gravitaire les eaux de N'Djamena. Allez-y, monsieur Ahmed. C'est-à-dire, l'aménagement devrait être comment? Tout le long du Chari, tous les quartiers, c'est-à-dire les caniveaux qui sont proches et qui vont parallèlement au Chari, du côté de la ville, doivent être d'une grande profondeur, justement, pour permettre à ceux qui viennent, les caniveaux qui viennent de loin et qui viennent des stations de pompage. Oui, avec une station de pompage, justement. C'est-à-dire l'hydrogramme que je vous ai montré là. Pendant une certaine période, jusqu'au mois d'août, l'eau peut aller de manière gravitaire. C'est pas tout. Hein. Oui, mais justement, parce que la pointe de... Oui, justement, parce que ça permet, c'est-à-dire le problème il est d'ordre économique et financier, de 1. Parce que vous pouvez faire le pompage sur une courte période. C'est-à-dire on exploite l'écoulement en gravité en faisant des caniveaux profonds et qui vont parallèlement à l'axe du Chari. Comme ça, il reçoit pendant une longue période de l'eau qui va s'écouler en gravité et aller dans l'exutoire qui est le Chari. À l'approche de la pointe des crues du Chari,
on ne pourra plus, parce que les eaux montent là-dedans, donc l'écoulement gravitaire ne peut pas se faire. Donc il faudra faire du pompage. Alors, ce système, il va falloir le faire de manière systématique tout le long du Chari, dans la zone occupée par la ville. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. On a préféré rejeter l'eau vers le nord de Yamena, où il n'y a pas un exutoire qui puisse avoir une profondeur qui permette justement, selon vous, monsieur, il faut repenser ce réseau alors. Oui, il faut repenser, il faut le concevoir de manière rationnelle. Et c'est-à-dire, il y a un exemple qui existe déjà sur les trois marigots en question. S'il était répercuté, ça nous arrangerait mieux que de créer un autre phénomène qui puisse amener l'eau là où vous ne pouvez pas. Il vous faut pomper tout le temps. C'est ça le problème. Le problème, il est d'ordre financier et économique. Je dis pourquoi. Économique, pourquoi? Parce que quand on amène l'eau vers le nord, donc il va falloir tout le temps faire du pompage. Alors que si on l'amène vers le Chari, on ne fera que le pompage sur une courte période. Vous voyez? Donc il y a une différence. De deux, pourquoi l'eau s'accumule? Alors qu'il y a des bassins d'orage, il y a des caniveaux, il y a ceci, cela. Pourquoi ils s'accumulent? Parce qu'ils ne trouvent pas où aller. Certains quartiers n'ont pas de caniveaux. Ils n'ont pas de caniveaux, effectivement. Ils n'ont pas de caniveaux, ça, on devrait faire des caniveaux. On devrait faire des caniveaux. L'erreur est due à quoi également? Les bassins d'orage, l'absence de caniveaux, l'absence de collecteurs qui puissent amener l'eau vers l'exutoire qu'il fallait. Tout ça, c'est des choses qui devraient être faites à chaque fois que la ville se répercute. La ville continue à s'extendre. Mais ça n'a pas été fait. On devrait localiser d'abord les axes de drainage pour y mettre le collecteur. En plus de ça, vous avez la question liée à la communication entre les bassins versants. Il y a les bassins versants, il y en a qui sont bas, il y en a qui sont hauts. On a construit des caniveaux qui ont lié des bassins versants qui sont hauts, et les eaux de ces bassins versants viennent descendre dans le bassin versant qui est bas, et ça s'accumule. Et lui, ce bassin versant qui reçoit ces eaux du bassin versant qui est haut, n'arrive pas à évacuer son eau vers l'exutoire. Donc l'eau ne peut que remonter vers les habitations. Vous voyez, il y a ces erreurs-là. On devrait avoir la limite des bassins versants, et chaque réseau devrait rester dans le bassin versant. Ne pas s'extendre, se mettre en communication avec un autre bassin versant. Et ces bassins versants, ils existent. On peut les retrouver. Quand bien même les bassins versants, dans la zone de plaine comme Djamena, c'est très difficile de voir les limites, mais il faut respecter ces limites-là. Il faut les retrouver et les respecter. Vous voyez? Donc ça n'a pas été fait de manière professionnelle. C'est ça le problème. Ouais. Je dis bien, la question, il est d'ordre technique et surtout de conception et de dimensionnement. Regardez par exemple le réseau de la zone des trois marigots, là, le Trabargo, là. Quand il est tombé une pluie de 80 mm, je crois, la météo avait annoncé, mais tout le monde était les pieds dans l'eau ici, dans la zone du béguinage. Les gens qui avaient des réunions dans les ministères étaient obligés d'enlever leurs chaussures et aller dans la salle de réunion, dans la cour du ministère, dans l'eau. C'est parce que les caniveaux n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi on disait que le problème qui se pose est d'ordre deux types. Il y a d'ordre fonctionnel et l'autre, il y a d'ordre de conception et de dimensionnement. Vous voyez? Si ces réseaux de la zone des trois marigots, celle de béguinage, si ça marchait bien, les gens n'allaient pas se retrouver les pieds dans l'eau à rejoindre la salle de réunion en enlevant leurs chaussures à la main. Si ça fonctionnait, ça ne fonctionne pas bien. Donc il faut revoir le fonctionnement. Il y a un problème de fonctionnement qui se pose de ce côté-là. Okay. L'autre côté, c'est une question de dimensionnement et de conception. Mais, monsieur le DG, est-ce que c'est possible de repenser? Est-ce qu'il y a ce problème, comme venait d'évoquer monsieur Ahmed Dorsouma? Tout travail technique, tout travail de conception, on le fait par rapport à une situation quelconque et on l'adapte par rapport à une évolution quelconque. Maintenant, qui a ce problème? Non, maintenant, je connais bien la ville de N'Djamena. Ouais. Je connais bien la ville de N'Djamena. Et quand on parle de cette ville, et on parle des problèmes qui concernent son périmètre, parce que c'est des choses, nous ne sommes pas là pour discuter seulement. Hein. Il ne faut pas qu'on... Voilà. Mais il faudrait qu'on circonscrit... Voilà, il faudrait qu'on circonscrit peut-être les professeurs, les bassins versants. Est-ce qu'il y a un problème à ce nouveau réseau existant? Le nouveau réseau, il est insuffisant. Il est plutôt insuffisant. Il n'est pas défectueux. Il n'est pas défectueux. Il est insuffisant. Il n'est pas défectueux. Il est défectueux parce que quand vous prenez en compte, tel que le professeur le dit, c'est
Ça, c'est des connaissances qui nécessitent qu'on prenne en compte ce qui est fait en réalité. Mais est-ce que vous allez vers ces techniciens? Mais absolument, absolument. Parce que quand il parle des 3 bassins, je crois que le plan d'assainissement des eaux pluviales de la ville de N'Djamena, tous les schémas qui ont été élaborés ont pris leur base de là. Mais dire que c'est un travail qui n'a pas été fait de manière professionnelle, mais moi je trouve que ça pose problème. Il y a un travail qui est là, parce que la conception des schémas de drainage se base quand même sur des réalités qu'il vient de citer. C'est des professionnels de ce domaine. Mais maintenant, la mise en œuvre des ouvrages, ça prend du temps parce qu'il y a d'autres raisons qui sont économiques, qu'il a souligné lui-même. Il a donné comme exemple, les zones de 3 bassins, c'est le meilleur, parce que c'est un travail professionnel. N'est-ce pas? Ouais. Mais tout à l'heure, il nous dit que ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Alors que quand on est sur une pente qui est très faible, et que l'écoulement est faible, quel que soit le type de réseau que nous mettons en place, à un moment, quand il y a une très forte pluie, il y a des endroits qui vont retenir de l'eau pendant quelques heures, le temps que ça s'écoule. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est maintenant fait après, il faut se le dire, compte tenu, je l'ai dit tout à l'heure, de l'occupation, de l'étalement de la ville, les besoins sont énormes. Les réalisations qui ont été faites ne sont pas à la hauteur, ne sont pas suffisantes pour permettre, c'est-à-dire de drainer suffisamment les eaux de pluie de N'Djamena en dehors du périmètre urbain. En projection. Oui. Ce qui est en projection, il y a un schéma déjà d'assainissement des eaux pluviales de la ville de N'Djamena. Ce qu'il faudra faire à ce niveau, quand il parle de repenser, je suis tout à fait d'accord. Parce que ce schéma, il date de 2011. Depuis cette année, nous sommes en train de connaître certains phénomènes qui sont beaucoup plus dus au changement climatique et qu'il faudra prendre en compte. Si ça continue ainsi, ce qui veut dire que dans les années à venir, peut-être l'année prochaine, on va avoir une pluviométrie qui est plus forte que celle de cette année et ça viendra remettre en cause les réflexions qui ont été menées, bien qu'elles soient scientifiques. Donc aujourd'hui, repenser, c'est d'abord faire un état de lieu de ces réseaux qui existent, essayer de voir les schémas, la projection qui a été faite, prendre en compte ces nouvelles données-là pour que nous puissions faire des projections qui prennent en compte tous les changements que nous avons connus jusqu'ici. Allez-y, monsieur. Merci d'avoir recadré le débat, parce que si on se met à parler de trucs techniques, je pense qu'on va passer 1 mois, 2 mois. Il faut qu'on trouve des solutions vraiment à ce problème. Au problème de drainage dans la ville de N'Djamena entre les ingénieurs, chacun donne ses idées, comme il vient de dire, tout le monde, mais on veut à l'essentiel. Comme il vient de dire, il faudrait effectivement remettre à niveau l'existant. Le réseau existant, effectivement, il a dit que ce n'est pas défaillant, mais pour moi, il y a une partie, il y a une défaillance parce qu'il est fatigué. Il y a les réseaux, aujourd'hui, il y a des caniveaux, si vous prenez le quartier Blabrine, le quartier Paris-Congo, tous les réseaux qui ont été réalisés dans les années 60, aujourd'hui, sont effondrés. Ils n'ont plus les capacités techniques de pouvoir drainer les eaux parce que les sections sont effondrées, ainsi de suite. C'est par rapport à ça qu'effectivement, c'est sous contrôle que je parle, puisque le ministère des Aménagements territoriaux a trouvé un financement et ils ont réactualisé le schéma directeur d'assainissement de la ville de N'Djamena en 2011. Et ce schéma, en réactualisant, il y a des priorités qui ont été définies. Vous allez réaliser ça. Toutes les stations de pompage ont été aussi c'est à renouveler. On dit programme prioritaire d'investissement. C'est à peu près, je crois, le montant, c'est pour remettre l'ancien réseau, il faut 60 milliards. Ça, j'ai le chiffre en moi, parce que j'ai participé à la validation. 60 milliards. Vous n'avez pas ces moyens. Rien que pour remettre le réseau existant en bon fonctionnement. Pas l'extension. 60. Quand vous coupez la parole, ça concerne que le réseau qui est à l'intérieur de la première voie de contrôle. Voilà. Donc vous voyez tout ça. Et maintenant, il faut repenser l'extension. Mais il me semble que vous avez des moyens pour le faire. Les moyens, ça vient. Les moyens, c'est vrai. Parce que quand on fait une étude, les études, on vient jusqu'à phase APD, on attend. C'est par rapport à ça, quand vous n'avez pas de moyens, il ne faut pas faire les études. Parce que l'étude, quand vous arrivez jusqu'à phase APD, 6 mois, si vous ne l'appliquez pas, il faut refaire l'étude à nouveau. Mais, ce qui se passe dans la ville de N'Djamena, on a des schémas directeurs, des plans d'aménagement de sites qui restent pendant 15 ans, 20 ans, sans pour autant qu'on Mais c'est le financement qui manque. Voilà, effectivement. C'est ça le gros problème.
Et il y a un problème important, comme il vient de dire, le réseau de N'Djamena, il faut s'en saisir des bassins naturels pour le faire. Les bassins naturels, effectivement, on en a partout dans la ville de N'Djamena. Nous avons recensé, avec l'aide du ministère des Infrastructures, 36 bassins, aujourd'hui, qui sont levés, qu'on connaît leur superficie. Et ces 36 bassins, si on les aménage, rien que les creuser à 1 mètre, peuvent nous permettre de stocker plus de 5 millions de mètres cubes à chaque pluie. Mais ces bassins, aujourd'hui, 80% sont occupés. Il faut récupérer ça là. Sinon, occupés par la population. Par les habitations, effectivement. Les rigoles naturelles. C'est pour dire que l'occupation anarchique contribue également. Effectivement. Ça contribue à 90% aux inondations. Aujourd'hui, si vous allez voir les zones inondées, c'est ceux qui ont occupé ces bassins qui ont des problèmes. Que faire? Que faire? Effectivement. Et nous avons récemment, par rapport aux inondations de cette année, je crois que le ministère a fait un projet, je crois, on a libéré le site de l'Union européenne. Nous avons les images satellitaires. Aujourd'hui, le gouvernement, le ministère a ces images et ça permettra de soit déplacer ces gens qui sont dans des zones, d'abord on dit non habitables. Effectivement, quand on fait de l'urbanisme, il faut tout. Là où on doit mettre les gens, là où on n'a pas, voilà, tout ça. Dangereuses. Pour que les gens, chaque fois, là, c'est des inondations, il fallait trouver quand même, remettre les gens sur des sites qui ne posent pas de problème. Il a eu un temps, on a même dit, on ne peut plus orienter la ville, le développement de la ville, là, il y a des ingénieurs, des artistes qui ont dit... Excusez-moi, M. Sarmadji, puisque N'Djamena elle-même, elle est située dans une cuvette. Oui, une portion, ce n'est pas aujourd'hui le développement. N'Djamena, c'est là où on est. Djamalngato, c'est là où on est, et petit à petit, les gens vont. Je me rappelle, le PUR, le plan urbain de référence, dit qu'il ne faut jamais autoriser le développement de la ville dans le secteur nord-est. Pas du tout. Parce que les aménagements... Et pourtant... Ah, voilà, la population, il y a la pression démographique qui fait que les gens partent. Il faut développer plutôt la ville vers l'ouest de la ville. Effectivement, aujourd'hui, les gens de l'ouest, personne ne crie à inondation, ils sont sur une zone exontée. Merci, voilà. Sarmadji. Monsieur Ahmed Dorsouma, il y a le relief, il y a l'occupation anarchique, il y a ce réseau un petit peu défectueux, comme vous le dites. Comment faire pour résoudre ce problème des inondations dans le périmètre urbain? Est-ce qu'il faut déplacer la ville de N'Djamena? Non, il ne faut rien déplacer. La solution se trouve dans le fait qu'il faut suivre les actes d'écoulement naturel qui existent. Ils existent. J'ai commencé mes propos en disant ces axes d'écoulement naturel qui existaient, c'est ceux-là qu'il faut suivre et y mettre les collecteurs. J'ai donné l'exemple des 3 marigots en question. Il y a le Bouta d'Arjumbal, ça continue, et ainsi de suite. Les réseaux d'écoulement naturel vont nord-sud, vers le Chari. Il faut les suivre. Il ne faut pas venir créer autre chose. Maintenant, tout simplement. Maintenant, vous connaissez le terrain. Ouais. Est-ce que vous êtes allé au niveau du ministère ou des différents ministères concernés par ces différentes questions pour donner votre contribution? Non, ce n'est pas le consultant qui va vers l'administrateur, c'est l'administrateur qui vient chercher. Il y a problème. Oui, c'est pourquoi moi s'il y a ce débat aujourd'hui, c'est moi qui suis allé voir le directeur Teri Tchad pour lui dire il faut apporter une explication correcte à ce phénomène et que l'autorité et la population qui souffre aient une même compréhension du phénomène. C'est très important ça. Donc, voici ce que je peux faire, justement. Parce que la situation elle est pathétique en ce moment. Donc il va falloir que tout le monde ait la même compréhension du phénomène. Il y a des axes naturels tout le long de la ville. Et c'est là qu'il faut mettre les collecteurs. Et les embrancher avec les caniveaux. C'est ça. On n'a pas besoin. Parce que vous ne pouvez pas l'empêcher la population d'aller s'installer là où il veut. Vous avez vu, ils s'installent. Qui les a empêchés? Personne. C'est un phénomène que personne ne peut empêcher. Donc on est obligé d'aller s'adapter à la situation là et là où ils sont. Tout simplement, c'est ce qu'on peut faire. Là où ils vont, il faut aller observer et mettre l'axe d'écoulement principal là où il était avant de manière naturelle. Il ne faut pas créer d'autres.
C'est ça qui a plus créé le problème. Les occupants anarchiques, il y en aura toujours. Il faut s'adapter à ça. Il y a un deuxième problème, c'est la question de dimensionnement de ce réseau-là. Regardez, prenez le cas de l'avenue Condol. Comment ce caniveau a été dimensionné? Chaque année, c'est tout le temps plein d'eau. La rue devient un canal. Pourquoi? Parce que les eaux n'arrivent pas à passer, justement, dans l'ouverture qu'on leur a donnée. Donc ça ne peut que s'accumuler. En plus de ça, les bassins d'orage dont le coordinateur parle, ces bassins d'orage, normalement, ils sont faits pour retenir l'eau pendant un certain temps et le relâcher afin qu'il puisse s'écouler entièrement vers l'exutoire. Mais il n'y a pas la capacité, justement, de ces caniveaux à pouvoir écouler cette eau-là. Donc ils persistent pendant longtemps, pendant des jours et des jours. Or, ils devraient être évacués quelques 2 ou 3 heures après la pluie. Le bassin d'orage, il retient l'eau, après il le lâche dans les caniveaux. Et les caniveaux, maintenant, devraient faire jouer leur rôle, l'évacuer rapidement. Et s'ils doivent être évacués rapidement, il faut qu'ils soient construits à une pente d'autocurage. Une pente forte. Donc, plus la pente est forte, plus l'eau coule plus rapidement. Et comment faire pour que l'eau puisse couler rapidement? J'ai parlé du réseau qui devrait être fait le long du Chari, parallèle au Chari, il devrait être d'une grande profondeur. Comme ça, ça permet au réseau qui vient de loin d'avoir une pente d'autocurage. C'est une question de déniveler la différence de niveau entre le point de départ de l'eau et la différence de niveau entre et le point d'arrivée de l'eau, il doit avoir une grande pente. C'est ça. Bah, il y a ce problème de changement climatique. Bon, chaque année, okay. Cette année, il y a beaucoup d'eau. L'année prochaine, il n'y en aura pas. Il y a tout ce problème. Ouais. Les gens oublient que si cette année il pleut moins, les gens laissent tomber les projets. Ok. Comme on entame la question de changement climatique, je vais profiter pour vous expliquer un certain nombre de choses. D'abord, le volume d'eau qu'on calcule pour pouvoir évacuer, il ne peut pas être juste, d'autant plus que toutes ces formules qui ont été mises en place par l'Orstom entre-temps sont toutes obsolètes. Elles sont fausses, il faut reprendre ça. Mais nous n'avons pas repris ces formules et on n'a pas de bons résultats. Elles sont toutes obsolètes complètement. Moi, je suis utilisateur de ces formules-là. Je connais ce que c'est, je parle de ce que je connais. Vous ne pouvez pas obtenir un volume d'eau normal avec ces formules-là. Il faut en créer d'autres. Donc, ça c'est en ce qui concerne le changement climatique. Pourquoi ces formules elles ont été mises en place depuis le début des années 60 et pas sur une longue période. Donc, il y a eu tellement de changements que cette formule, elle ne valent plus rien. Il ne faut même pas les utiliser. Ouais. Maintenant, autre problème qui concerne le changement climatique. Le changement climatique est venu avec un phénomène très grave. Une année, vous allez avoir des faibles pluviométries, l'autre année, vous allez avoir des grandes pluviométries. Le problème, c'est quoi? C'est l'amplitude entre les deux qui pose problème. Tous les ingénieurs du monde sont désassurés en ce moment. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, Katrina. Le cyclone Catherine qui a ravagé la Nouvelle-Orléans. Mais tous les ingénieurs étaient désarçonnés, ils ne savaient que faire. Parce que l'amplitude de phénomènes de variation a dépassé le niveau de ce qu'eux, ils connaissent. C'est-à-dire, on dimensionne le réseau avec des formules traditionnelles qu'on connaît, mais l'amplitude a dépassé, c'est-à-dire, ça a rendu beaucoup plus complexe les choses. Et c'est le même que nous vivons ici. Et il va falloir s'adapter à cette complexité-là. Mais ça demande du travail et de la connaissance et du savoir-faire. Justement, là, vous parlez à la place du ministère de l'Hydraulique qui a décliné l'invitation sur ce plateau. L'administration devrait s'adapter. C'est l'administration qui va rechercher les techniciens qu'il faut pour pouvoir lui permettre de faire son travail. Et ceux qui font justement, ceux qui possèdent le savoir-faire, justement. Parce qu'il est d'une complexité telle que, vous voyez, la discussion, c'est très grave. Vous voyez. Donc, il faut rechercher les gens qui ont le savoir-faire pour pouvoir essayer d'approcher la solution. C'est ça. Donc, la complexité, c'est-à-dire le problème, il a été rendu plus complexe par les variations, l'amplitude des variations. C'est ça le problème.
Les ouvrages d'adaptation, c'est très difficile de les concevoir en ce moment. On est dépassé, en quelque sorte. C'est pas seulement ici au Tchad. Même les Américains, ils ont ces problèmes-là. Ces pays développés-là. Justement. Faut pas penser que c'est ici seulement. Ok, Ouais. ok, merci monsieur Dorsouma. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cet argumentaire de monsieur Ahmed Dorsouma Je crois que... par rapport au changement climatique? Au changement climatique, je crois que le fait, si on se limite à la question d'inondation, je crois que si nous faisons une comparaison à ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Sénégal, je crois que nous avons les conséquences que nous avons vécues ici à N'Djamena sont rien du tout. C'est ça. Sont rien du tout, surtout en termes de dégâts, en termes de constructions qui sont sous l'eau, parce que si nous étions arrivés à ce niveau, je crois que les dégâts devaient être plus énormes, parce que la plupart de nos constructions, certaines de nos constructions sont en matériaux locaux. Ne pourront pas tenir. Ne pourront pas tenir. Mais ce que je propose, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut revenir sur la question de maîtriser les territoires. Une pente forte, on ne peut pas le trouver sur un terrain plat comme N'Djamena si on veut faire drainer les eaux vers le fleuve. Même s'il faut déplacer la ville. Déplacer la ville, c'est envisageable. C'est envisageable, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Dorsouma. Déplacer une ville, je crois que ça reviendrait à multiplier les efforts que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de N'Djamena peut-être par 10. Donc économiquement et techniquement, il vaut mieux qu'on finance le développement de la ville de N'Djamena que de chercher à la déplacer. Mais maintenant, ce qu'il faut comme solution, pour régler le problème, si vous me permettez, il y a plusieurs options. La première, c'est d'abord la maîtrise du territoire et de son occupation. Pour ces cas précis-là, certains l'ont dit tout à l'heure, il faut récupérer les bassins naturels. Il faut les aménager. C'est d'abord ça. Il faut les récupérer, il faut les aménager pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. En faisant ainsi, il ne faut pas également que nous puissions perdre de vue que tout ce que nous avons comme réseau de drainage concerne que les eaux pluviales. Et dans la pratique, nous rejetons des eaux usées dans ces mêmes systèmes. Donc si nous récupérons ces bassins, nous les surcreusons, comme le disait Oumar Sarmadji, pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, il va falloir également de l'autre côté que nous fournions des efforts de sorte que nous puissions mettre en place un autre système qui concerne le drainage des eaux usées. Sinon, on le mettra tous ensemble en surcreusant ces bassins, on va créer d'autres problèmes d'ordre environnemental. La deuxième solution, ça concerne toujours l'occupation. Il va falloir qu'on arrive à limiter l'étalement de la ville. Et ça, c'est votre travail. Voilà, à limiter l'étalement de la ville à travers des documents tant opérationnels et réglementaires, pour que nous encouragions la densification des quartiers qui sont là. Si nous arrivons à faire peut-être loger, un exemple simple, 500 personnes sur 1 hectare, en encourageant le développement vertical, c'est-à-dire l'habitation dans les appartements, que de faire un développement horizontal sur peut-être 5 hectares, ce qui veut dire que l'effort que nous aurons besoin pour faire les caniveaux tout autour de ces 1 hectare-là, si nous encourageons le développement horizontal, nous le multiplions par 5, alors qu'économiquement, nous n'avons pas toute la capacité de tenir face à ça. L'autre solution, c'est également réglementer la construction. Parce que pendant longtemps, au Tchad, il y a certains types de constructions qui n'étaient pas assujettis au permis de construire, qui étaient juste, il fallait leur délivrer par le préfet, entre-temps, ça c'est le loi de 67 qui le disent, juste un permis d'habiter. Et c'était de considération beaucoup plus d'ordre colonial, parce que c'est sauf les parcelles de type résidentiel qui devaient être assujetties au permis de construire. Mais maintenant, compte tenu du terrain qui est plat, et d'autres facteurs que nous venons de citer ici, si nous ne réglementons pas l'obtention, nous ne rendons pas obligatoire l'obtention de permis de construire, ce qui veut dire que nous n'allons pas contrôler
les types de construction que les gens réalisent. Et certainement, nous serons en train de passer à côté de nos compatriotes qui construisent des maisons qui ne peuvent pas tenir face à une inondation. Et là, pour ces cas-là, il y a des efforts, il y a un décret déjà qui a pu revoir ces textes-là pour permettre de catégoriser les différents types de permis de construire pour que toutes sortes de constructions-là soient assujetties à un permis de construire. Il y a certaines zones qu'il faut rapidement, c'est ce que nous sommes en train de faire au ministère, faire de sorte que ces zones-là soient frappées par un plan d'aménagement concerté. Il y a des zones comme Walia, j'ai dit, le 9e arrondissement en général. Certains des quartiers, on ne pourra pas les déplacer. Donc, s'il faut les aménager, il faut qu'on amène la population à comprendre les besoins d'aménager ces territoires-là ainsi. Et faire de sorte qu'on ne va pas dire à nos citoyens de quitter parce que c'est une zone inondable. Mais il faut lui dire, vous pouvez habiter là, mais votre construction, votre plancher, vous le mettez... Il faut approprier la construction. Voilà. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, que l'intéressé lui-même puisse céder sa parcelle à une autre personne qui peut mettre ça en valeur. Comme ça, on ne pourra pas s'attaquer aux droits, c'est-à-dire que ces populations-là ont sur leurs parcelles. L'autre solution, c'est des questions liées au financement même du développement urbain. Là, il faut également prendre en compte les travaux qui devaient être faits au niveau du ministère des Finances, des collectivités territoriales autonomes. Aujourd'hui, vous avez des mairies d'arrondissement. Il faut que ces mairies puissent avoir de l'argent. La ville ne se finance qu'avec ce qu'elle collecte comme taxe. Donc il faut à ce niveau faire un autre travail, peut-être les cadres juridiques. Je ne suis pas un fiscaliste, mais peut-être les cadres juridiques ne sont pas adaptés à nos réalités. Il faut essayer de revoir ça également, amener la population à contribuer pour les financements. Parce que quand vous venez dans une ville, vous ne voulez pas être inondé. Vous voulez avoir de l'électricité. Vous voulez avoir des rues qui sont bitumées. Il faut contribuer pour cela. Il faut contribuer pour cela. À ce niveau-là, je crois qu'il faut mettre un accent particulier. Il faut qu'un travail de fond soit fait pour amener la population elle-même à s'approprier de la question du développement urbain. L'autre problème, c'est les effets des changements climatiques. Comme il est dit tout à l'heure, il y a des données que nous ne maîtrisons pas et que tout de suite nous ne pourrons pas maîtriser. Mais il va falloir que nous apprenions à vivre avec certains de ces effets du changement climatique. Que les eaux qui nous inondent là, qu'on s'habitue que par moment, même si ce n'est pas toute notre vie, que par moment nous sommes condamnés à vivre cela et à vivre dans les inondations pendant peut-être 15 jours, 20 jours ou un mois. Mais en faisant ainsi là, nous allons pouvoir adapter nos constructions de sorte que les inondations, s'il y en a, ça ne puisse pas faire de dégâts humains, que les maisons ne s'écroulent pas. Et l'autre solution, il y en a plusieurs que je ne pourrais pas tous citer, l'autre solution, c'est poursuivre la décentralisation, c'est-à-dire au niveau des collectivités autonomes. Il faut qu'au niveau de ces collectivités autonomes-là, qui désormais doivent gérer ces questions, il n'y a pas un ministère qui est là en train de promener dans les quartiers pour voir où est-ce qu'on dépose les ordures, où sont peut-être les canaux, c'est les collectivités qui le font. Donc il va falloir qu'il y ait un transfert de compétences et des ressources nécessaires. Des compétences et des ressources nécessaires, ressources pas seulement humaines, mais également financières pour permettre à ces communes-là de gérer valablement leur territoire. Merci, merci DG. La mairie ne doit pas non plus attendre la fin ou à l'approche de la saison de pluie pour curer les caniveaux. Merci. Moi, je voudrais donner ici les priorités. Parce que quand on parle des ouvrages de drainage, il y a des priorités. Comme vous venez de dire, on ne dort pas et après, on ne peut pas travailler les ouvrages de drainage sous l'eau. Il faut les travailler à période sec, quoi. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai des priorités pour que l'ouvrage fonctionne. Un réseau de drainage fonctionne normalement. Il y a le préalable. Il faut lui donner ça. Si vous ne le faites pas, il va y avoir des inondations, comme je viens de dire. En première priorité, c'est d'abord entretenir normalement les ouvrages. Même si c'est insuffisant. Mais et ça, c'est aussi votre travail. Effectivement. Je le dis parce que les autorités municipales me suivent. Il faut l'entretenir. Parce que cette année, il n'y a pas eu de curage. Le Covid est venu, tout le monde a couru dans tous les sens. Dans tous les sens, ils n'ont pas curé les caniveaux et voilà les conséquences aussi. Donc, il faut curer les caniveaux.
entretenir les stations de pompage. Ça, c'est la seule moyen. S'il y a de grosses pluies, ça peut contenir. Deuxièmement, comme je viens de dire, il y a insuffisance des ouvrages. Il faudrait les densifier. Aller jusqu'à chercher l'eau dans les quartiers pour éviter que ces quartiers soient inondés. Et cela, ça peut arriver par la réactualisation du schéma directeur que nous venons de dire, qui est là, qui est un document qui est là. Il faut le revisiter et puis mener des activités, mener des actions pour éviter les inondations. On a déjà parlé de récupération de tout. On ne peut pas assainir N'Djamena sans les bassins naturels. Impossible. Et ces bassins naturels, il faut les récupérer. Sinon, on aura toujours des problèmes. On ne va pas construire les ouvrages de drainage dans l'espace. Il faut les récupérer. C'est vrai qu'on a parlé que la ville est plate, mais on a des atouts. Ces atouts-là, ce sont les cours d'eau naturels, ce sont les bassins de rétention des mares qui sont là. Et on pourrait les exploiter pour pouvoir drainer normalement la ville. Il faut les récupérer. Nous avons tous les plans avec leurs coordonnées. Ils sont là. Ça ne nous échappe pas. Et il faut aussi protéger les berges. Aujourd'hui, nous avons 2 niveaux d'inondation. Les inondations dues aux grosses pluies, comme cette année, et les inondations qui sont dues aux crues. Donc c'est par rapport à ça que moi je voudrais dire aux frères, il faut éviter d'amener les grands canaux là vers le fleuve parce qu'il y a un danger. Ce danger, le N'Djamena a connu en 1960, où l'eau du fleuve a atteint 9 mètres et tous les quartiers étaient dans l'eau. Il faut éviter ça. Et si vous voyez tous les inondations, comme le DG vient de dire, qui se sont passées au Soudan, au Niger, mais les ouvrages, ils sont venus par les ouvrages. Il y a eu un débordement de fleuves et puis les ouvrages ont conduit les eaux vers les quartiers. Donc il faut éviter ça. Effectivement, il faut éviter. Et cinquièmement, il faut sensibiliser la population. Dans tout cela, si la population n'est pas sensibilisée, ça pose un réel problème. Comment ça, la sensibilisation La sensibilisation, c'est d'abord comprendre, une ville, il y a le principe pour vivre dans une ville. On ne quitte pas comme ça, venir, je vais habiter N'Djamena. Il faut un plan d'action. Un plan d'action, de communication. Quand tu viens dans N'Djamena, déjà, à Paris, de Ngeli ou bien de là-bas, tu sais, quand tu viens, il faut déjà changer le comportement pour entrer ici. Ne pas jeter le plastique par-ci, ne pas empêcher quelqu'un de faire le caniveau. Parce que vous voyez la guerre entre les voisins aussi. Hein. Moi, mes voisins, tout le temps, je viens, je les engueule, je les réconcilie. Parce qu'ils ne veulent pas que le caniveau passe devant le voisin. Mais l'autre quitte d'un point pour l'autre. Encore que, M. Sarmadji, il y a des quartiers, je le dis encore, certains quartiers qui n'ont pas de caniveau. Non, mais on appelle ça la résilience. Vous-même, vous pouvez faire le caniveau. La population, si elle s'organise, elle peut éviter les inondations. Ce n'est pas toujours attendre les caniveaux. Les caniveaux faits par les... Non. C'est quoi un parcelle, ça fait quoi 30 mètres. L'autre fait 30 mètres, non. Je fais 30 mètres de trou, je donne à mon voisin fait 30 mètres de trou. Le problème est maintenant, il faut qu'on vous indique là où l'eau va. C'est ça qui est important. Si vous connaissez déjà là où l'eau va, tout le monde va travailler et l'eau va couler sans problème. Il y a des quartiers qui sont organisés, ils ont évité des inondations. Mais d'autres ne veulent pas que toi, tu ne viens pas toucher les 30 mètres de ce zone. Et la dernière, il faut dédier un fonds d'entretien. C'est là le gros problème des mairies, des communes. Un fonds d'entretien. Ce n'est pas priorité pour eux. Nous avons expérimenté par le projet de l'AFD, on avait en 2001 jusqu'à 2010, on avait un fonds. Et ce fonds, on n'a pas besoin que le maire nous dise non, on fait un programme. Il y a un comité de gestion qui est là, on fait un programme et on débloque le fonds et le travail se fait. On n'attend pas que la mairie, non. Il faut avoir un fonds d'entretien des ouvrages de drainage. Ça évite tout. Parce que l'unicité de caisse, là, c'est pas bon. Pour certains travaux prioritaires comme le drainage, là, il ne faut pas faire l'unicité de caisse. C'est pas bon. Merci. Parce que ce n'est pas leur priorité. Merci, M. Sarmadji. Monsieur Ahmed, il faut un chemin directeur. Et il me semble qu'il y en a un. Il faut peut-être le mettre en œuvre, ce chemin directeur. Ok. Moi, je n'œuvre pas tellement pour... effectivement, on peut le mettre en œuvre, mais il faut le réviser d'abord. Il faut le réviser avant de le mettre en œuvre. Je le répète encore, il faut respecter les normes d'aménagement. Lorsqu'on aménage les zones, le respect de ces normes
ne faut pas demander à la population ce qu'elle ne peut pas faire. Les gens ont-ils les moyens économiques de pouvoir faire respecter les normes de construction? Ils n'en ont pas. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et on devrait plutôt s'adapter à cette situation-là. Aller là où ils sont, essayer de poser le collecteur là où il y a un écoulement naturel, avant qu'eux ils ne viennent. Il y a une zone d'écoulement naturel. On suit toujours ce qui existe. On ne va jamais à l'encontre de la nature. Vous vous en sortirez pas. C'est parce qu'on va à l'encontre de la nature que maintenant on se retrouve dans des problèmes. Il faut d'abord repérer tous ces bassins versants, voir les axes d'écoulement lorsqu'ils étaient en état naturel, y mettre le collecteur là, ensuite faire des caniveaux qui vont se brancher sur ces collecteurs et qui va évacuer les eaux. Et il faut les dimensionner comme il faut. Je disais tout à l'heure que toutes les formules avec lesquelles on calcule le volume d'eau à évacuer sont toutes obsolètes. Donc il faut aller chercher d'autres formules. Il faut penser à aller reconstruire d'autres formules. C'est ça qui nous attend. Ça, c'est un défi. Les services concernés doivent penser à ça. Sinon, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous allez faire comme calcul, vous avez d'autres quantités. Et vous allez dimensionner les caniveaux avec d'autres quantités. Il sera soit petit, soit surdimensionné. Et vous faites payer beaucoup d'argent à l'État lorsque vous surdimensionnez. Donc, on ne travaille pas comme ça. 3 plutôt. Il faut considérer les hauteurs de pluie avec lesquelles il faut dimensionner ces caniveaux-là. On a l'habitude de dimensionner les caniveaux ici avec les pluies qui viennent une fois tous les 10 ans. Mais le changement climatique est venu tout bouleverser. Il y a des pluies qui tombent en 24 heures. Les pluies qui tombaient, c'est-à-dire avec lesquelles on calcule autour de 80 mm, 80 quelques mm ici. Maintenant, vous allez recevoir une pluie de plus de 150 mm en 24 heures. Il va falloir évacuer ça pour sauver des vies humaines. Donc, il faut considérer des pluies qui ont de hauteur beaucoup plus élevée. Et ça demande les finances. Plus on monte en pluie de plus grande hauteur pour pouvoir calculer les ouvrages, c'est les finances qui augmentent. En exponentielle, pas seulement en puissance. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, justement, il y a tout ça. En plus de ça, il faut des zones de rétention d'eau avant de les lâcher dans les caniveaux, en quelque sorte. Et les existants ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, justement. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'il pleut, l'eau doit être retenue quelque part et l'évacuation doit se faire par des caniveaux. Si toutefois cette eau venait directement entrer dans les caniveaux, il va falloir faire des caniveaux de très grande dimension et ce qui coûterait très cher. On ne peut pas les faire. Donc on fait des petits caniveaux, mais avec la rétention. La rétention se situe où? Les bassins d'orage dont le coordinateur parle, il y a les caniveaux. Dans chaque rue, il doit y avoir un caniveau en terre. Toutes ces rues-là. Les caniveaux en terre, ça doit passer. Si l'État doit obliger les gens à laisser passer un caniveau devant leur maison, il doit le faire. Pourquoi? Ce sont ces caniveaux qui retiennent d'abord l'eau avant de le lâcher dans les caniveaux en béton qui sont construits. Comme ça, ça permet à l'État d'investir moins dans le coût des caniveaux en béton. Vous voyez, ça ce sont les solutions. Mais il faut bien les dimensionner. Ça demande un gros savoir-faire derrière tout ça. Là. Vous voyez, c'est ça les solutions. Et le réseau, par exemple, qui existe ici, là où nous sommes, les 3 marigots, là où nous sommes, ces réseaux, il a des problèmes. Regardez, lorsqu'il y a eu la plus forte crue du Chari, est-ce que cette zone a été inondée? Pas du tout. Parce que, en aval, il y a des vannes qui empêchent l'eau de remonter. Donc il faut construire les autres de cette manière-là. Comme ça, le Chari ne sera pas une menace pour nous, même si toutefois il va avoir des crues très très fortes. Vous voyez. Donc c'est ça les solutions, il n'y en a pas beaucoup. Les solutions, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste ce que je vais les citer là. Merci. Mais vous avez parlé des défis. Moi, je trouve que le grand défi, c'est de travailler en synergie. Et les experts et les ministères concernés, vous conviendrez avec moi quand même? Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, parce que tout ce qui concerne la ville, c'est un travail d'équipe. C'est une politique, je dirais, volontariste et populaire.
qu'il faut, en amont même dans la définition des documents stratégiques, impliquer tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui se fait. C'est d'ailleurs ce qui se fait. Tous les documents qui sont par exemple faits chez nous sont validés officiellement dans une commission qui s'appelle la Commission nationale d'urbanisme et qui est constituée de différents ministères, qu'ils soient l'eau, santé, infrastructure, administration du territoire. C'est effectivement pour faire de sorte que les gens prennent part et qu'ils contribuent. Et tous ces documents qui traitent surtout des questions de la ville à l'échelle de son périmètre urbain sont généralement validés dans les ateliers. C'est validé dans les ateliers, on fait des ateliers de restitution en amont. Vous sont invités tous les ateliers de restitution en amont, par exemple, quand on élabore le plan urbain de référence d'une ville, dans la démarche, quand à chaque fois on avance, on fait les diagnostics, on l'expose aux autorités concernées, à la société civile, dans des ateliers de restitution pour recueillir les observations. Mais ce qu'il faut un peu peut-être déplorer, c'est dire qu'il y a certains des domaines qui sont trop techniques, que nous n'avons pas beaucoup de connaissances dans certains de nos services. Vous irez par exemple dans une commune, dans une ville secondaire, j'ai participé à l'élaboration de la plupart des plans urbains de référence des villes du Tchad. Vous partez, vous faites des réunions avec les autorités concernées, mais ils ne savent pas à quoi va leur être utile ce que vous leur préparez. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile, quel que soit votre niveau d'expertise, c'est parfois difficile de recueillir d'eux vraiment ce qu'est. C'est très difficile de recueillir de ce qu'ils attendent de tels documents. Et là, ça pose également des problèmes. Sinon, en termes de participation, c'est ce que je dis. Non seulement son élaboration, mais ce qu'il faut maintenant faire, c'est faire de sorte que dans la mise en œuvre de ces documents, comme d'aucuns l'ont dit, que la population soit sérieusement impliquée. Elle soit sérieusement impliquée, parce que si on casse une maison pour faire un caniveau, on le fait pour l'intérêt général. On le fait d'abord pour la population et le bénéficiaire direct, c'est d'abord la population. Le gouvernement, il le fait, les collectivités, ils le font parce qu'ils veulent seulement le bien-être de la population, mais le bénéficiaire direct, c'est la population. Et comme c'est des travaux qui sont de nature à parfois faire appel à la destruction du bien d'autrui, comme la plupart de nos villes sont caractérisées parfois par des occupations en des quartiers informels, donc la plupart de ces travaux appellent parfois à la destruction du bien d'autrui. Il faut un peu casser tel mur, parce que la maison est construite sans permis de construire, il a débordé un peu sur la rue, il faut casser, on veut faire un bassin de rétention. Il y a des gens qui sont venus s'installer parce que nos textes reconnaissent le droit coutumier quelque part, parce que c'est les Blancs qui ont vendu le terrain. On est obligé de prendre tout ça en compte, mais il faut de plus en plus impliquer la population pour qu'elle comprenne. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs en ce moment, en termes de communication. Et dans nos services, nous programmons également faire ce genre d'exercice pour permettre à la population non seulement de participer, mais également de comprendre l'importance de tout ce que nous menons comme action en termes de développement du Merci, monsieur le DG. Monsieur Ahmed Dorsouma, votre expertise est attendue, que ce soit au ministère de l'Aménagement, des infrastructures et de l'eau. Oui, mais moi... Vraiment qu'on puisse trouver une solution définitive à ce problème des inondations. Oui, effectivement, mais si on me demande de venir participer à quelque chose, moi je ne vais pas refuser, je suis là. Moi je bénéficiais entre-temps de la bourse que les citoyens versaient. Moi, mon père n'a rien payé, ni ma mère, pour que je fasse l'école. C'est avec l'argent de ces citoyens-là que moi j'ai étudié. Même jusqu'au passeport pour aller étudier, on me l'a financé avec les impôts des citoyens. Je suis prêt à participer à tout. On ne m'invite pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Proposer? Je suis là. Mais la proposition, c'est quoi? C'est-à-dire, l'administration doit repérer, que ce soit ici au niveau local ou bien dans la diaspora, des gens capables, dans tel ou tel domaine, de pouvoir résoudre tel ou tel problème. Ça, c'est le rôle de l'administration. C'est elle qui doit aller repérer tous ces gens-là. Elle doit avoir une liste de gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine et le faire. Merci, monsieur Ahmed Dorsouma. Beaucoup de nos téléspectateurs attendent ce deuxième épisode sur les inondations de la ville pendant la saison des pluies dans le périmètre urbain de N'Djamena et ses environs. Ces choses faites, certainement, vous avez eu des solutions ou des réponses à vos différentes préoccupations. Ce débat de l'actu s'achève. On espère que l'année prochaine, la situation de certains quartiers puisse
à s'améliorer. Donnons donc rendez-vous au prochain débat. Merci. Merci beaucoup.